Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les élèves de 3e. Ils passent le premier examen de leur vie. On était à Sarralbe ce matin pour la première épreuve du brevet. On reviendra aussi largement sur les nombreux événements qui se sont déroulés ce week-end. Actu de l'arrondissement, mais aussi politique nationale. On fera le point avec la députée Nicole Triss. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je vous donnerai la parole en deuxième partie d'émission. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Pour la première fois, les élèves de 3e passent le brevet des collèges en juillet. Les épreuves se déroulent aujourd'hui et demain. Au programme français, maths, histoire géo, sciences et langue vivante. Les épreuves de l'examen sont notées sur 400 points. Côté contrôle continu, les 8 composantes du socle commun ont été évaluées sur 400 points lors du conseil de classe du 3e trimestre. Sur le total de 800 points, l'élève doit cumuler 400 points pour obtenir son brevet. Le pôle de soins de Lixin-les-Roulins est officiellement inauguré. La fermeture de la caisse du Crédit Mutuel aurait pu engendrer une friche. La municipalité s'est alliée à des professionnels de santé pour ouvrir un pôle de soins paramédicaux. Infirmiers et kinésithérapeutes officient déjà depuis le 20 mai. Coût total de l'opération pour acheter et réaménager les locaux, un peu plus de 260 000 €, dont 73 600 € de subvention. 28e édition en plein soleil pour la Saint-Paul à Sarreguemines. 20 compagnies, soit plus de 150 artistes, ont assuré 63 représentations. Le Festival des Arts de rue a attiré la foule des grands jours pour son point d'orgue le samedi soir. Un spectacle aérien conçu par la compagnie des plasticiens volants. Sourtes, capitale du sabot. Le village a célébré hier la Klombe-Macherfest. Il y a eu jusqu'à 10 fabricants de sabots dans la commune, dont le dernier a cessé son activité il y a seulement 15 ans. Défilés en sabots ou en char à la gloire des sabotiers ont assuré le spectacle avant le bal et le feu d'artifice. Une 3e édition réussie qui fait écho aux manifestations de 1979 et 1999. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, l'alerte canicule est levée et on retrouve des conditions estivales dès demain avec des températures qui seront 1 ou 2 degrés au-dessus des normales de saison. La matinée sera fraîche, ce qui nous fera enfin du bien. Puis avec le retour du soleil, les températures maximales grimperont jusqu'à 24 à 26 degrés. Demain nous serons le mardi 2 juillet, nous fêtons les Martiniens. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h39. Et avec les beaux jours, les lézards sont sortis. Une de nos internautes a eu la chance de pouvoir en voir un. Merci à tous pour vos nombreuses photos et n'hésitez pas à nous en envoyer de vos vacances par mail ou alors sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous en notre compagnie. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. C'est l'heure cruciale pour les collégiens. Après quelques jours de répit grâce à la canicule, il est désormais temps de passer le brevet. Ils ont commencé ce matin à 9 h avec l'épreuve de français. Nous avons recueilli les impressions des collégiens de l'établissement Robert Doisneau à Sarralbe ce matin. C'était juste avant le début des épreuves. Un brevet décalé mais pas annulé. Les collégiens de l'établissement Robert Doisneau à Sarralbe avaient rendez-vous à 9 h ce matin pour leur première épreuve. Après avoir déposé leur sac et leur téléphone à l'avant de la salle, ils attaquent avec le français. Grammaire, dictée, compréhension de texte et rédaction, certains semblent plutôt confiants et d'autres un peu moins avant le début des épreuves. Je suis pas trop stressée, ça va, je me suis quand même bien préparée depuis toute l'année, donc ça va. Je suis pas trop stressée, mais un peu quand même, parce que c'est ma première épreuve, donc je suis quand même un peu stressée. Plutôt stressée quand même ce matin.
Ouais, pareil. Un peu stressé parce qu'en français je suis pas très bon. Alors stressé, ce qui est normal, voilà, mais globalement confiante, je sais pas trop quoi dire. Pas stressé, ça va, j'ai révisé, c'était pas compliqué. Et alors la première épreuve c'est le français, comment tu le sens ? La compréhension de texte, je pense que ça va être un peu difficile, mais après pour la rédaction et le reste, je pense que ça devrait aller. Je sais pas si j'ai d'appréhension particulière. Bon, les questions de lecture éventuellement, parce que c'est pas toujours évident, c'est ce qu'il y a de plus imprévisible, je pense, dans le sujet. 109 élèves vont passer leur brevet sur 2 jours. Dans cette salle, il n'y a aucun absent. Les épreuves seront notées sur 400 points. 8 composantes du socle commun ont déjà été évaluées. Le total sera noté sur 800. Les élèves doivent obtenir au moins la moyenne, soit 400 points, pour avoir leur brevet. Mais cet examen n'est pas indispensable pour aller au lycée. Les collégiens ont déjà obtenu leurs résultats d'affectation pour l'année prochaine. Mais avant les vacances, il leur reste les mathématiques cet après-midi, l'histoire, les sciences et les langues demain. On se concentre et on essaie de faire pour le mieux. Je vous souhaite à tous évidemment la meilleure réussite possible à l'examen. Après la pluie de la nuit, les collégiens ne devraient pas avoir trop chaud dans les salles d'examen. Le collège a cependant pris toutes les précautions nécessaires. On écoute le principal adjoint, Claude Bernardini. Donc du coup, le brevet a été décalé à cause de la canicule. Quelles dispositions vous avez prises ce matin pour le brevet ? Alors nous avions un petit peu anticipé dès que nous avons su que les épreuves étaient reportées, à savoir la mise en place de conditions permettant de rafraîchir les salles. On avait donc installé des ventilateurs et devant on a prévu des gros blocs de glace au cas où la chaleur serait trop importante pour composer dans des conditions idéales. Visiblement ce matin les conditions sont meilleures et on pourra éviter l'installation de ces blocs de glace. Mais les ventilateurs sont toujours à disposition. On a prévu également des bouteilles d'eau pour tous les candidats. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'absences ce matin et comment ont réagi les parents au décalage du brevet Alors sur le collège de Sarralbe, on n'a pas d'absence particulière par rapport aux épreuves qui étaient prévues le 27 et le 28. Et de la part des parents, on avait un petit peu anticipé les choses aussi. On avait sollicité les familles qui avaient prévu des vacances sur cette semaine, mais on n'a eu aucun retour nous signalant ce cas de figure. Donc a priori, on n'aura pas de soucis par rapport à nos candidats, ils seront tous là. Et donc pour beaucoup, c'est la première épreuve de leur vie. Comment on fait pour limiter le stress ? Alors on essaie d'anticiper une nouvelle fois, on a préparé au mieux nos élèves en organisant un brevet blanc qui s'est passé pour les épreuves écrites au mois de février. On met les candidats dans les conditions exactes de l'examen, à savoir une étiquette sur la table, une convocation, une pièce d'identité. La durée des épreuves évidemment est également identique. Le sujet arrive exactement comme un jour d'examen, il est ouvert dans une enveloppe, voilà. Et pour ce qui est de l'épreuve orale, on a également anticipé, puisque celle-là elle s'est déroulée au mois de juin, et on avait fait un oral de préparation aussi qui s'est déroulé donc au mois de mai. En avril 2018, la caisse du Crédit Mutuel installée à Lixin-les-Roulins fermait ses portes. Un coup dur pour la municipalité, mais qui ne s'est pas laissé abattre pour autant. Elle a décidé de monter un nouveau projet, ouvrir un pôle de soins paramédicaux avec un cabinet d'infirmiers et des soins de kinésithérapie. Après avoir obtenu des subventions, la commune a pu concrétiser son projet. Samedi matin, le pôle a été inauguré. Reportage de David Aurès. Samedi matin, à Lixin-les-Roulins, la municipalité a inauguré son nouveau pôle de soins paramédicaux, une structure installée en place de l'ancienne caisse du Crédit Mutuel qui a fermé ses portes en avril 2018. La commune a donc racheté le bâtiment au Crédit Mutuel et décidé de proposer ce local à des professionnels de santé. Et donc nous avons une kiné qui s'est installée et un infirmier. La commune a racheté le bâtiment 82 000 €. Pour financer les travaux de réaménagement, elle a obtenu 45 000 € de l'État et 28 600 € de la CASC. Reste à sa charge 106 000 €. Le pôle comprend un cabinet d'infirmiers, une salle de gymnastique et 3 salles de soins pour la kinésithérapie. C'est très important parce qu'il y a aussi la population qui vieillit et puis permettre aux gens de se rendre à pied dans un local pour des soins, que ce soit infirmier ou kiné. Pas de banque ni de médecin à Lixin-les-Roulins, mais la municipalité a pris le contre-pied de la tendance actuelle en créant un service de proximité en zone rurale. Toutes les personnes que je rencontre me disent que c'était la bonne décision. C'était pas de bon cœur qu'on a appris la fermeture de la caisse et c'était une façon de rebondir.
Le pôle de soins paramédicaux a ouvert ses portes le 20 mai dernier. Le projet a été réalisé en collaboration avec l'infirmier et la kinésithérapeute qui occupent les lieux, un exemple de coopération entre les secteurs publics et privés. Ça plane pour elle. Ce week-end, la Fédération française de vol en planeur organisait une nouvelle fois des vols découvertes pour les femmes à un tarif privilégié. À l'aérodrome de Sarreguemines, le baptême de l'air en planeur était à 60 € au lieu des 80 habituels. Pour le club, c'est un moyen d'attirer le public féminin encore trop peu représenté dans ce sport. Le vol à voile se veut accessible à tous et à toutes bien sûr, et ce à tous les âges. Si cela vous intéresse, l'association Espoir Aéronautique organise des vols découvertes tous les week-ends à Sarreguemines. Et voilà, c'est fini. Le Festival de la Saint-Paul vient de clore sa 28e édition. Des festivités marquées par une météo presque trop ensoleillée et un programme toujours aussi complet. Au centre-ville de Sarreguemines, David Aurès est allé à la rencontre de ceux qui ont fait de ce week-end une réussite. Montage de Thomas Drouin. En tant qu'habitant de Sarreguemines ou de sa proche région, on ne vous apprendra rien en vous expliquant que la fête de la Saint-Paul est un festival d'art de rue. Peut-être même faites-vous partie des spectateurs venus en nombre ce week-end. Et peut-être avez-vous croisé la caméra de Mosaïque Cristal venue rendre compte de la réussite de cette édition 2019. Et qui dit festival des arts de rue, dit rue. Du côté des spectateurs, cela commence souvent par une déambulation dans les rues du centre-ville. C'est alors que l'on voit apparaître entre les camelots d'étranges personnages accompagnés de musiciens, de jongleurs ou autres acrobates. Derrière chacun d'eux se trouve un artiste heureux d'être là et pas que pour le cachet qu'il touchera pour sa participation. Donc après le discours de lumière, voilà, un petit apéro. Et malgré la chaleur, on est sorti dans les rues de Sarreguemines, plein de jeunes, et tout de suite on s'est fait accompagner. Et voilà, la fête, ça se fait avec le public, donc il y avait plein de monde dans les rues. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça mêle à la fois les arts de rue et la fête, plus avec les stands, la saucisse, la bière, tout ça, mais tout ça se mélange bien, les fanfares et tout, il y a quelque chose de très multiple. Car la fête de la Saint-Paul n'a pas oublié ses racines, celle d'une fête liée aux faïenceries de Sarreguemines et de deux directeurs emblématiques, deux Paul Hutschneider et Paul de Geiger. On est très heureux que l'équipe des musées soit partie prenante depuis plusieurs années avec cette rue des Potiers qui prend de plus en plus de place. Et c'est vrai que la Saint-Paul, c'est son origine historique, son origine, on va dire, patrimoniale. Et puis maintenant, le festival, les artistes de rue font partie intégrante du patrimoine de cette ville. Cette édition devrait rentrer dans l'histoire de la fête de la Saint-Paul de par sa très bonne fréquentation malgré des températures caniculaires, mais grâce à des artistes toujours aussi ravis de venir se produire dans la cité faïencière. C'était le point d'orgue de la Saint-Paul, le spectacle pyrotechnique nocturne intitulé Leonardo, rêve et cauchemar a ravi petits et grands samedi soir. Installé sur le parking de l'hôtel de ville, la compagnie des plasticiens volants a déambulé parmi la foule. Retour en images. Et bientôt, tu m'as baptisé Salaino. Une machine faite pour aller par-dessus les montagnes. C'est les plongées dans la vie.
Neufgrange, pas d'ovnis dans les airs, mais des gnomes en liberté sur la terre. Samedi après-midi, la bibliothèque municipale et l'atelier des songes proposaient un jeu de piste interactif, Gnome Aventure. Par groupe, petits et grands ont exploré la cour du couvent, attenant à la mairie, à la recherche d'indices. L'objectif, créer une histoire, un conte, car ce sont les gnomes qui détiennent le secret de la fabrication des histoires. Jeux et créativité étaient au rendez-vous. Cette manifestation s'est tenue dans le cadre de l'opération Un seau livre, initiée par le département de la Moselle. Parmi les temps forts du week-end, il y avait la Klumbe-Marfest. Et oui, Sourtes était en fête, et pas n'importe laquelle, la fête du sabot. Une dizaine d'associations étaient mobilisées et ont présenté leurs chars. Un moment convivial et familial, bien sûr, accompagné, bien vous le savez, d'un soleil brûlant. Reportage de Laurie Couteau. Après un an de préparation, la fête du sabot est enfin prête. Petits et grands sont venus admirer les chars confectionnés par différentes associations sur des thèmes variés. Tracteurs, souffleurs de verre, sabotiers, danseuses et personnes en costume d'époque étaient au rendez-vous. Les fanfares de Schweyen et de Rohrbach ont donné le la pendant le défilé dans les rues de Sourtes. Quelques écoles ont également participé à cet événement. C'était la 3e édition, tout comme en 79 et en 99. Elle a eu du succès. La fête du sabot, en fait, le sabot c'est l'emblème du village, puisqu'à un moment donné, on comptait 10 fabricants au village, dont le dernier professionnel, disons, a arrêté il y a à peine 15 ans. Donc le sabot, naturellement, est un peu l'emblème du village. Et les associations, en partenariat avec la commune, ont décidé de faire une grande fête autour du thème du sabot, en sachant que c'est pratiquement la 3e édition. Après le défilé, place aux festivités. Un bal et un feu d'artifice étaient prévus à la salle polyvalente de Sourtes. Tous les bénéfices de cet événement seront reversés aux associations. Dans un instant, l'interview de l'invité du jour, la députée Nicole Triss. Et puis on fera un plongeon dans nos archives. À tout de suite. Rendez-vous dimanche 7 juillet à Sirstal pour la grande kermesse paroissiale. Au programme, de nombreuses animations tout au long de la journée et restauration sur place. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle le 30 juin à partir de midi, excepté Auchan. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Découvrez AVS Audition. Ce nouveau service assure le diagnostic, la numérisation du conduit auditif et la conception d'appareillages sur mesure. Le tout avec du matériel performant et de dernière génération. Découvrez aussi nos accessoires, protection auditive et produits d'entretien. AVS Audition vous accueille zone commerciale Carrefour de l'Europe à Forbach du lundi au vendredi. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. SOS, il y a urgence. Les personnels médicaux et paramédicaux des services d'urgence sont en grève dans quasiment toute la France. Dans certains hôpitaux, ça fait des mois que ça dure. Sarreguemines a rejoint le mouvement national depuis vendredi. Nicole Triss, est-ce que vous entendez ce SOS ? Absolument.
Je pense qu'il y a un réel dysfonctionnement dans les urgences de manière générale, mais également dans les urgences de Sarreguemines. On sait qu'il y a un problème d'engorgement des urgences. Les urgences à l'heure actuelle sont la plateforme qui prennent en charge toutes les personnes, y compris celles pour lesquelles ce n'est pas grave, y compris les enfants, les urgences pédiatriques, y compris les personnes qui ensuite vont se retrouver au CHS. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, sont des conditions, à la fois des conditions d'accueil pas évidentes et difficiles pour les patients et des conditions de travail qui sont difficiles pour les soignants. Donc oui, je pense qu'absolument, il faut changer la donne à ce niveau-là. Les annonces qui ont été faites par la ministre ne sont pas du tout jugées suffisantes. Est-ce que tous ceux qui travaillent dans les services des urgences en France peuvent espérer mieux ? Alors, nous sommes là face à un constat qui date de plusieurs années. Je veux dire, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a 6 mois, ça ne date pas d'il y a 2 ans. Si vous écoutez bien le personnel soignant, vous constatez qu'il y a un problème qui est lié à la désertification, qui est lié à la politique qui était en charge il y a quelques années, qui a été mise en place il y a quelques années sur la tarification à l'acte, qui était liée également sur le vieillissement de la population. Donc oui, je veux dire, c'est un constat qu'on fait maintenant. Agnès Buzyn, tout comme nous, on s'en rend compte. On a fait d'ailleurs une commission d'enquête sur l'égal accès aux soins et la lutte contre la désertification médicale. Bien sûr, on a les premières mesures d'emblée qui sont par exemple de mettre 70 millions pour renforcer les urgences, pour aider le personnel des urgences. Elle a augmenté là aujourd'hui un salaire, enfin elle a mis une prime en place pour les soignants paramédicaux, donc notamment les infirmières, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas assez payés compte tenu du travail qu'ils fournissent. Cela étant, je veux dire, c'est pas fini. Il faut absolument améliorer. Il faut qu'on remette le patient qui a besoin des urgences au centre de ce principe des urgences. Donc en fait, c'est vraiment fait de manière urgente pour des patients qui ont une pathologie grave et brutale. Voilà, c'est ça les urgences. C'est pas une plateforme lorsqu'il n'y a plus de médecins en ville. Ce n'est pas une plateforme pour lorsqu'on a un petit bobo pour y aller. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va y avoir des heures d'attente et c'est pas fait pour. Et ça va engorger davantage encore tout le protocole derrière. C'est pas forcément le point de vue de tous ceux qui travaillent dans les urgences en disant que la bobologie, il n'y en a pas tant que ça et que de toute façon, les gens n'ont quelque part plus que les urgences puisque il n'y a plus de médecins de garde, il n'y a plus d'autres possibilités pour beaucoup. Mais on va parler aussi d'un autre aspect qui crée de l'inquiétude et notamment inquiétude de la part des fonctionnaires des impôts et puis des contribuables. À Sarreguemines, est-ce que le centre des impôts va fermer ? Non. Non, le centre des impôts ne fermera pas. Il est question d'une réorganisation pour avoir un accueil pour le public. Donc en fait, ce qui va se passer, et c'est en fait le début d'une concertation qui va durer plusieurs semaines, je crois, de mémoire jusqu'en octobre, c'est de voir comment on peut mettre le service public dans un maillage territorial et notamment dans la ruralité. Donc pour répondre à votre question, le centre des impôts de Sarreguemines est là et il restera là. Vous aurez dans ce centre un service qui va s'occuper de tout ce qui est gestion comptable, donc quelque chose qui est, je dirais, invisible à l'usager parce que ça va être les recettes, la gestion comptable, etc. Donc un système plutôt interne. Et puis vous aurez l'accueil à l'usager et l'accueil aux collectivités locales. Donc ça c'est important parce que moi en plus je souhaite vraiment que ce soit un accueil qui soit bienveillant. Ça, c'est important, qu'il y ait une formation dédiée à ce propos-là, donc que les guichets soient ouverts au public pour bien leur expliquer de quoi il s'agit lorsqu'il y a des questions, lorsqu'il y a des changements de situation, que les gens soient disponibles pour les usagers. Il y aura la même chose à Beach, donc ça c'est toujours dans le principe de la concertation. Beach aura également un service qui sera dédié au public et aux collectivités locales. Et puis il y aura normalement un guichet toujours à Puy-de-Plange aussi. Donc en fait ça ne change rien, c'est juste la réorganisation où ce qu'on demande c'est que les fonctionnaires des finances publiques soient au plus près des personnes. Donc on les maintient. Est-ce qu'on maintient aussi le nombre d'heures d'ouverture par semaine ?
Parce que beaucoup ont peur aussi que les horaires soient tellement réduits que finalement ça soit plus très accessible au grand public. Alors je suis d'accord avec vous parce que j'étais à la première réunion où ils ont invité les parlementaires à discuter, donc qui démarraient les concertations. Et ce sur quoi moi j'insiste, c'est que les horaires soient là pour le public, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de 14h à 16h quand les gens n'ont pas les moyens d'être là avant 16h pour avoir un renseignement au niveau des finances, de la trésorerie ou des impôts. Je souhaite qu'ils tiennent compte de cela. Et ça paraîtrait tout à fait logique qu'il y ait une flexibilité au niveau des horaires pour les usagers, en fonction de la spécificité également du bassin de vie. Et il ne faut pas qu'il y ait des rendez-vous de prix pour qu'on ait plus le temps de discuter, oui, mais qu'il y ait un changement d'horaire dans la mesure où, comme vous semblez le dire, ou qu'il y ait moins d'heures dédiées au public, là non. Enfin, en tout cas, moi, je serai vigilante par rapport à ça. C'est un service public, c'est pour le public, c'est pas un service public pour faire du 14-16 heures à certains jours de la semaine. Autre sujet qui concerne spécifiquement le pays de Bitche. Bitche va être doté d'une caserne de gendarmerie, toute belle, toute neuve. Mais cette gendarmerie va être construite et construite sur un terrain suffisamment grand pour regrouper du même coup les casernes de Lemberg et de Wolminster. Alors les détracteurs pointent déjà du doigt les nouvelles friches des bâtiments désaffectés qui vont s'ajouter aux nombreux déjà existants. Vous répondez quoi? C'était pas possible d'aménager ça, de transformer un site existant en fait qui est désaffecté? Alors moi quand je suis arrivée, on m'a parlé effectivement de ce projet qui date maintenant de, me semble-t-il, de 2006. Donc ça fait 13 ans qu'on parle d'une caserne à Bitche qui était restée dans un tiroir et on ne savait pas dans quel tiroir d'ailleurs. Ce que je sais, et je le sais d'autant plus que je suis dans la commission d'enquête pour les moyens alloués aux forces de l'ordre, et à ce stade-là, moi j'ai un peu discuté avec les gendarmeries, les gendarmes de tout le bassin de vie, toute la circonscription. Ce qui est clair, c'est que les logements étaient vétustes pour les gendarmes et leurs familles. Ils étaient également, ils n'étaient plus aux normes pour l'accueil du public. Ah oui, non, ça qui est un besoin, donc ça, personne ne le conteste. Même vos pires détracteurs, personne ne le conteste. La question, c'est plutôt, est-ce qu'il fallait forcément construire du neuf? Est-ce qu'on ne pouvait pas réaménager, réhabiliter un bâtiment désaffecté? Parce qu'il commence à y avoir des friches en plein cœur de villes et de villages dans le pays de Bitche. Le problème d'une gendarmerie, c'est qu'il y a des normes de sécurité. Alors ça, c'est imparable. Il y a des normes de sécurité, il y a l'accueil au public, il y a des cellules, il y a des logements de fonction. Donc ça, c'est un point qui est particulier. Ensuite, rénover des bâtiments qui étaient au départ, qui sont énergivores, c'est très coûteux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avions là un projet qui était fiable, qui en plus, il était important de le mettre à Bitche. Pourquoi? Parce que là encore, on parle d'un maillage territorial. Il faut qu'il y ait effectivement des brigades et des casernes sur une circonscription qui puissent faire qu'en fait, elles rayonnent dans un périmètre donné, qui soit à moins de 30 km. Nous avions Sarreguemines, il fallait qu'il y ait quelque chose dans le pays de Bitche. Et Bitche était beaucoup plus central que Lemberg ou Wolminster pour pouvoir effectivement avoir un périmètre qui concerne tout le reste du bassin de la circonscription. Donc, au niveau du maillage territorial, d'une part, donc sur le plan géographique, d'une part, et d'autre part, au niveau des normes de sécurité, du fait qu'il ne faille pas que ce soit un bâtiment énergivore non plus, et qu'il y ait des lieux décents pour les gendarmes en tant que conditions de travail et pour le logement, il y avait effectivement à opter pour cette solution-là. Et c'est un projet financière aussi. Mais du coup, si tout le monde réfléchit de cette manière-là, si tout le monde dit ça, on en fait quoi de tous ces bâtiments désaffectés? Après, les bâtiments désaffectés, il faut voir avec les municipalités concernées. Il y a des choses à faire. Je pense notamment aux bâtiments concernant Sarreguemines, l'ancienne gendarmerie. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, et je pense que la municipalité, à un moment donné, se posera la question de savoir ce qu'elle veut faire, à quelle destination elle proposera à ce bâtiment-là. Je veux dire, ça, c'est plus mon problème. Mon problème, c'est que j'avais un souci avec les gendarmes, qui était un souci de sécurité, un
un souci de bassin de vie, un souci de protection de la population qui faisait qu'il fallait effectivement construire une gendarmerie nouvelle aux normes les meilleures possibles. Voilà, tout simplement. Et donc mon boulot à ce stade-là était effectivement de réactiver ce projet pour le concrétiser, de faire débloquer l'argent et de pouvoir avoir quelque chose de correct et pour les gendarmes et pour les usagers, les habitants qu'ils protégeront. Tout autre thème qui n'est pas spécifique à l'arrondissement, mais qui le concerne aussi, c'est la maladie de Lyme, transmise par les tiques. Alors, on sait la soigner dans la très grande majorité des cas avec des antibiotiques, mais encore faut-il la dépister et la dépister à temps. Certains mettent en doute les tests qui sont pratiqués en France. Beaucoup disent que ça serait mieux du côté de l'Allemagne, par exemple. Est-ce qu'en France, on a du neuf ? Alors, concernant la maladie de Lyme, et c'est quelque chose qui me paraît important, notamment dans cette circonscription, parce que le nord-est, et notamment notre bassin, est concerné effectivement par les tiques, par la prolifération de tiques. Elles ne sont pas toutes porteuses de la borréliose de Lyme, mais cela étant, il fallait quand même s'emparer de ce problème-là. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçue que c'était, à ma connaissance, j'allais dire la seule maladie qui est une telle polémique entre, comme vous disiez, la fiabilité des tests ou non, le dépistage ou non, le parcours de soins ou non, cette errance médicale qu'ont les patients qui ont des symptômes qu'il faut prendre en compte. Bref, si j'ai piloté ce groupe de travail à l'Assemblée nationale, d'ailleurs je l'avais proposé dès le départ, je voulais effectivement qu'il y ait un groupe de travail sur ce plan-là, mais qu'il soit un groupe de travail transpartisan pour qu'il y ait une neutralité, qu'on ne dise pas que c'est normal, c'est La République En Marche qui. Donc, c'est un groupe de travail important qui a toutes les obédiences politiques, que je co-préside avec un collègue des Républicains qui est Vincent Descoeurs, qui est du Cantal. Et ce qu'on voulait, nous, c'est voir ce qui était vrai et ce qui était faux, éviter tous ces clichés, arrêter avec cette mésinformation et comprendre ce qu'il en était pour, à la fin, résoudre ce problème de polémique et avoir un parcours de soins qui puisse contenter et les patients et qui puisse aussi contenter les médecins, parce que les médecins, ils se posent quasiment autant de questions que les patients maintenant. Donc c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et du coup, on en est où ? Parce que ça, c'est un beau projet. Est-ce que vous avez pu avancer ? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que ce groupe de travail, nous avons fait des auditions depuis 1 an maintenant. On va terminer prochainement on va clore ce chapitre des auditions avec l'audition de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Nous avons commencé les auditions avec le professeur, le DGS, donc le directeur général de la Santé, professeur Salomon. On a auditionné les associations des maladies de Lyme qui sont répertoriées, donc on a à peu près auditionné toutes les associations, des médecins comme le professeur Perron, des médecins comme le professeur Combe, comme le professeur Joac, donc des médecins qui étaient plutôt basés sur les tests et d'autres qui prenaient de la distance par rapport aux tests. On a également auditionné des biologistes, on a auditionné l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, et la SPILF, qui est la Société de Pathologie Infectieuse de langue française. Donc voilà, c'est toutes les instances-là. Je travaille également avec l'INRA et justement, je propose une réunion le 8 juillet prochain, oui, c'est à 18h au Casino des Faïenceries, où j'expliquerai où j'en suis par rapport à ces auditions-là, tout le travail qui a été fait et ce qu'on peut dire de manière très factuelle, en partenariat avec l'INRA, qui est donc l'Institut national de recherche agronomique, qui est basé à Nancy, qui elle aussi travaille sur la prévention et une nouvelle cartographie des tiques et des signalements à ce propos-là, pour à la fois parler de prévention, mais également parler de ce qu'on souhaite faire avec le parcours de soins. Donc ça s'adresse aussi bien au corps médical qu'au grand public. Tous ceux qui sont concernés, intéressés, peuvent venir. Absolument. Alors, je tiens à faire une précision. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Et c'est ce qu'on voulait, en fait, c'est des personnes qui soient à l'extérieur de tout ça, qui comprennent ce qui se passe et qui puissent effectivement, j'allais dire, dédiaboliser un tant soit peu ce problème de la borréliose de Lyme, qui est sujet à beaucoup de polémiques et de fake news. Et pour terminer,
terminer, non, l'Allemagne n'est pas plus en avance que nous. Je tiens à le dire, mais je le redirai le 8 juillet, parce qu'en fait, nous avons 2 tests de sérologie qui est ELISA et Western Blot. Et ils en utilisent un qui est Western Blot. Et lorsqu'on parle de l'Allemagne qui a des cliniques privées pour les patients en errance médicale, parce qu'effectivement, ils ne sont pas écoutés et considérés, et ça c'est inacceptable, ces cliniques-là sont surtout très lucratives. Mais en fait, elles n'ont rien inventé, ce n'est pas un progrès scientifique supplémentaire. C'est du cocooning, c'est bien, mais bon, ça coûte cher du coup pour la personne, le patient qui est en errance médicale, et c'est bien dommage. Dernier thème que je voudrais qu'on aborde, 9 millions de pauvres en France. Emmanuel Macron a annoncé en septembre dernier une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté avec 5 engagements. L'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté, garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, et puis investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. On en est où ? On se met en place. Alors, à l'heure actuelle, il y a une grande concertation qui est faite sur le revenu universel, le RUA, le revenu universel d'activité, qui serait une plateforme de prestations de base qui soit plus du sur-mesure en fonction des familles et des personnes. La pauvreté est inacceptable. Il faut effectivement qu'on trouve vraiment un grand projet, une grande action de lutte contre cette pauvreté. Alors à ce propos-là, je fais partie des 30 députés qui seront des référents en la matière, dans la lutte contre la pauvreté. C'est vrai que j'avais dans le temps été travailleuse sociale, donc je sais un peu de quoi je parle et c'est vrai que ça m'intéresse. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont des non-recours, en fait, qui ne savent pas qu'ils ont droit soit au RSA, soit à la prime d'activité. C'est énorme. Quand on sait qu'en pauvreté, une famille, si elle veut sortir de la pauvreté, malgré toutes les prestations auquel elle peut avoir droit, va mettre 6 générations à sortir de la pauvreté pour effectivement se retrouver dans une classe moyenne, c'est inacceptable. Donc il faut voir les choses différemment. Il faut effectivement être beaucoup plus affiné ces différentes prestations en fonction des situations familiales, des situations même d'un célibataire. Quand je dis situation familiale, ça peut être une personne ou une famille, et puis et les accompagner vers un emploi. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, le meilleur moyen de ne pas être pauvre, c'est d'avoir un emploi. Et donc, c'est tout ce mécanisme qu'on veut mettre en place. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et rendez-vous donc le 8 juillet au Casino. Chaque lundi, on fouille dans les archives. Je vous ai déniché une petite pépite. Est-ce que vous avez déjà croisé une dresseuse de légumes ? Nos caméras en ont filmé une. C'était le 1er juillet 2006 à l'occasion du festival Il était une fois. Regardez. Dans le cadre du festival Il était une fois, la compagnie Les Animaux ont animé le Jardin pour la paix samedi après-midi. Enfants et parents ont pu s'amuser à observer s'agiter André Cup, la montreuse et dresseuse de légumes, qui essayait vainement de canaliser l'énergie débordante de ses petits amis. Entre les poireaux éternueurs, le melon chanteur ou la carotte séduisante, les spectateurs en ont eu plein la vue et ont passé une après-midi haute en couleurs. Et le festival Il était une fois rempile pour une nouvelle édition. Cette année, ce sera à partir du 31 juillet. Financé par la communauté de communes du Pays de Bitche et organisé par l'association CADAM. C'est un festival d'art de la rue itinérant qui se déroule tous les week-ends d'été. Rendez-vous dimanche 31 juillet au Moulin d'Eschviller, dimanche 7 août à Schorbach, dimanche 14 août à Val-d'Ouz, samedi 20 août à Bitche et dimanche 28 août à Lemberg. C'est à chaque fois un autre spectacle qui vous sera proposé. Toutes les infos sont sur le site www.al-verrières.fr. Et c'est déjà l'heure de vous quitter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal.